chers entrepreneurs et gens d'affaires du Québec. Au cours des derniers mois, nous vous avons vu porter vos projets à bout de bras pour maintenir les emplois et soutenir l'économie de vos régions. Au Mouvement Desjardins, votre ténacité, votre détermination nous donne envie d'aller à votre rencontre, chez vous, pour voir et bien comprendre votre réalité. La Fédération des chambres de commerce du Québec et le Mouvement Desjardins sont donc fiers de s'associer pour lancer la tournée En mouvement pour la relance socio-économique. Nous sommes heureux de vous présenter plusieurs rendez-vous régionaux virtuels où seront rassemblés près de 80 chambres de commerce sur l'ensemble du territoire québécois. Nous voulons maintenant vous entendre sur les enjeux qui vous préoccupent et les occasions d'affaires que vous entrevoyez pour les prochains mois. Je vais évidemment profiter de l'occasion pour vous partager des données économiques actuelles sur votre région qui vont vous aider à prendre des décisions éclairées pour l'avenir de votre entreprise. Nous vous présenterons également l'Observatoire FCCQ, un tout nouvel outil d'analyse économique régionale qui permettra enfin d'avoir des données précises et à jour sur différents sujets qui touchent l'économie de votre région. Et puisqu'au final, c'est votre voix qui compte, nous aurons aussi 2 entrepreneurs locaux qui participeront au panel à chacun de nos événements. Avec cette tournée-là, on espère vous inspirer et vous offrir des outils qui vous seront utiles. C'est l'occasion de miser sur notre force collective pour orchestrer la relance économique dans votre communauté, votre région et aussi partout au Québec, comme on le fait depuis 120 ans chez Desjardins. Alors cet automne, c'est un rendez-vous pour tous les entrepreneurs et gens d'affaires du Québec. Nous avons très hâte d'échanger avec vous. Au plaisir de discuter avec vous lors de la tournée En mouvement pour la relance socio-économique. La communauté d'affaires du Québec est forte, diversifiée et innovante. Les entreprises de toute taille et de toutes les régions sont le moteur de notre économie québécoise. Nous savons combien la gestion d'une entreprise est un travail difficile. Si vous êtes en affaires, vous connaissez certainement les obstacles mieux que quiconque. Vous savez également ce dont vous avez besoin pour réussir et ce dont votre industrie et votre communauté ont besoin pour que l'économie du Québec reste saine et forte. N'aimeriez-vous pas pouvoir parfois vous adresser au gouvernement et influencer les décisions qui touchent votre région, votre entreprise et votre gagne-pain? Maintenant, vous le pouvez. L'Observatoire FCCQ est la combinaison d'une technologie de pointe et de la force de notre réseau d'affaires pour donner plus de poids à votre voix. Il vous donne la possibilité de faire part de votre réalité et d'envoyer vos meilleures idées au gouvernement. L'Observatoire FCCQ a été créé en collaboration avec le Réseau des chambres de commerce du Québec pour savoir ce que vous pensez. Notre travail commence par l'écoute de nos membres dans chaque région du Québec en posant les bonnes questions sur les enjeux qui vous touchent. Le réseau fait la force avec l'Observatoire FCCQ, un outil qui permettra d'influencer l'environnement d'affaires au Québec en fournissant rapidement des données fiables par secteur d'activité et par région à nos partenaires et au gouvernement. Nous vous communiquerons des informations afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre entreprise, dans votre secteur et votre communauté. L'Observatoire FCCQ met de l'avant les questions qui vous tiennent à cœur. Il est temps de faire valoir votre voix. Inscrivez-vous à l'Observatoire FCCQ dès maintenant. Depuis 120 ans, Desjardins sait qu'en unissant nos forces, on peut permettre aux personnes et aux communautés de prospérer au-delà de l'argent. Avec le Fonds du Grand Mouvement, on soutient des projets qui font du bien à l'environnement, qui contribuent à la vitalité économique de nos régions et qui enrichissent nos vies. Ensemble, on peut réinventer demain. Alors, bonjour tout le monde, je me présente. Mon nom est Charles Milliard, je suis président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vous remercie de nous avoir choisis ce matin et je vous souhaite la bienvenue donc à la tournée En mouvement pour la relance socio-économique en Estrie. Alors, on est vraiment en Estrie, du moins virtuellement. Nos cœurs sont avec vous, mais c'est mieux qu'on ne se touche pas apparemment.
Alors, on est très content d'être avec vous. Je veux remercier les gens que vous voyez autour de l'écran Zoom qui m'accompagnent aujourd'hui. Donc, évidemment, notre invité d'honneur, conférencier, grand partenaire de la tournée, M. Guy Cormier, président, chef de la direction du Mouvement Desjardins. Alors, bonjour Guy, merci d'être avec nous. Je salue aussi la présence de François Gagnon, qui est chroniqueur économique au réseau Cogeco et qui animera donc la deuxième partie de notre webinaire ce matin, en compagnie de deux entrepreneurs de votre région qui pourront témoigner de la réalité justement de la relance économique en Estrie. Donc, Mme Julia Gagnon, qui est vice-présidente opérations et propriétaire chez Attraction. Donc, bonjour Julia. Et M. Jean Routier, PDG de Pieux Vistec. Alors, merci à vous deux d'être avec nous. Et finalement, Mme Louise Bourgault, qui est vice-présidente, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke, à qui je vais céder la parole dans quelques instants. On a aussi une invitée de marque sur la ligne que vous ne voyez pas, mais qui est avec nous. Je tiens à saluer la présence donc, de Mme Élisabeth Brière, qui est députée fédérale de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des langues officielles. Et on a aussi plusieurs médias locaux donc, de la région de l'Estrie qui sont avec nous. Alors, considérez-vous tous salués. Vous avez vu dans les petites vidéos d'entrée qu'on veut vous parler de plusieurs sujets ce matin. Donc, évidemment, on se voit dans un contexte qui est loin d'être évident. Je ne vous ferai pas la nomenclature de tous nos problèmes de société en ce moment, mais on veut aujourd'hui parler vraiment de la région de l'Estrie, comment se passe la crise et la relance en Estrie. Donc, notre rencontre vise à se parler entre nous, d'avoir des données les plus précises possibles et d'essayer de trouver des solutions et de ressortir dans 1 heure ou 1h10 avec une certaine forme d'inspiration sur les prochaines étapes comme entrepreneur. Parce que vous êtes beaucoup d'entrepreneurs sur la ligne. On a près de 200 inscriptions ce matin. C'est excellent comme chiffre. On est très heureux. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc de PME. Souvent, quand on va dans des webinaires comme ça, il y a beaucoup de gens de grandes corporations, ce qui est bien aussi. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a vraiment le tissu entrepreneurial de la région avec nous. Alors, ça devrait être une discussion très intéressante. Donc, la rencontre se déroulera en 3 temps. Premièrement, M. Cormier nous fera état des données disponibles chez Desjardins et des investissements de Desjardins aussi dans la région. Je vous reviendrai par la suite pour vous parler de l'Observatoire FCCQ, donc des données qu'on a déjà commencé à colliger sur votre région et l'importance de populer cet outil-là comme entrepreneur chez vous. Et par la suite, François donc animera une discussion avec Julia et Jean et on aura l'occasion de répondre à vos questions. Le tout jusqu'à 9h15. Alors, merci d'être avec nous. Je cède la parole à Louise Bourgault, donc de la Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke, pour présenter M. Cormier. Louise. Bien, merci Charles. Alors, bonjour à tous. Bien heureuse de faire partie de ce panel. L'Estrie, vous savez, c'est une région manufacturière. Alors, pour qu'on puisse avoir au moins 220 inscriptions, là, les gens continuent à rentrer. Cette tournée s'est déroulée avec plusieurs chambres de commerce en Estrie. S'il vous plaît, permettez-moi de les nommer. Chambre de commerce de Magog, Chambre de commerce et d'industrie de la région de Quaticook, Chambre de commerce région de Mégantic, Chambre de commerce du Haut-Saint-François, Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Alors, merci de nous avoir accompagnés pour cette tournée. Salutations cordiales aux directeurs et directrices des chambres. La tournée des Desjardins, c'est quand même très intéressant pour nous dans ce contexte de reprise économique et pour nous appuyer dans nos objectifs de relance. J'ai des partenaires qui nous suivent à la Chambre depuis des années. Il serait important que je puisse les nommer. Je vous parle du Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, le regroupement des CPA de l'Estrie, Sherbrooke Innopol, Desjardins Entreprises, Promutuel, Assurance Centre-Sud et le régime d'assurance collective des chambres. Vous savez, notre objectif ce matin, c'est d'échanger avec notre rôle et les acteurs de terrain, comme mentionnait Charles, sur les réalités que vivent nos entreprises manufacturières ici en région et entreprises de tout secteur. Je salue également mon président, M. Régent Kawit, qui a 3 entreprises à son actif, et les membres de conseil d'administration qui nous appuient toujours. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous introduire M. Guy Cormier, président et chef de la direction du mouvement Desjardins. M. Cormier a plongé dans l'univers coopératif de Desjardins à l'âge de 26 ans pour en devenir le président et le chef de la direction en 2016. À ce moment, il insuffle un vent de changement au mouvement Desjardins
avec une vision ancrée sur les membres et les clients. Leader visionnaire, il place l'innovation, l'humain et les communautés au cœur de son ambition pour le mouvement. Être premier dans le cœur des gens. C'est avec cette idée en tête qu'il a créé le Fonds du Grand Mouvement afin d'appuyer différents projets provenant des communautés. Vous avez vu tantôt dans la vidéo, il y avait 150 millions. Il a bonifié l'enveloppe originale de 150 millions afin de soutenir la relance socio-économique. Donc, au total, ce sera 250 millions qui seront investis en 2016 et 2024 dans la communauté. Finalement, très impliqué auprès de la jeunesse, il devient le premier parrain d'Academos afin de soutenir nos jeunes dans l'atteinte de leur plein potentiel. Il se fait aussi le défenseur de meilleur partage de la prospérité, d'un mouvement économique durable et de l'éducation d'une société plus ouverte et inclusive. Accueillir le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins à prendre la parole, M. Guy Cormier. Merci beaucoup, Mme Bourgault. Bonjour tout le monde. À vous, Charles Milliard. À vous, Mme Bourgault, officiellement, comme vice-présidente, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke. À vous tous, les gens de la communauté d'affaires. M. Milliard le disait, vous êtes beaucoup ce matin. C'est très, très, très apprécié. Et je sais qu'il y a un petit clin d'œil à la communauté des gens du Mouvement Desjardins qui sont peut-être sur la ligne, là. Alors, très content de vous voir. Écoutez, votre présence ce matin, je pense qu'elle est réconfortante, puis elle démontre que malgré la distance, malgré ce qu'on vit actuellement, on est capable de collaborer, on est capable de se parler. Je pense que c'est l'objectif, justement, de cette tournée. Puis ce matin, je ne vous cacherai pas que je suis particulièrement content d'être avec vous parce que je sais que c'est l'une des communautés les plus diversifiées du Québec, là. Essentiellement, en Estrie, là, on retrouve à peu près tout ce qui se fait au Québec, c'est-à-dire de la haute technologie, des sciences de la vie, du tourisme, de l'agriculture, du manufacturier. Donc, vous êtes déjà une économie qui est quand même très, très diversifiée. Et qui dit diversifiée, dit il y a une corrélation avec résiliente aussi. Je pense que ça, c'est un élément qu'il faut retenir dans votre communauté d'affaires. La crise, elle est grave, on le sait. Mais on va passer à travers. Puis je pense qu'actuellement, il faut tout faire pour tirer du positif de ce qu'on vit comme tel. Là. Il faut aussi en même temps commencer à penser à l'après-crise. C'est l'objectif de cette tournée virtuelle-là. Oui, vous donnez des données, oui, vous donnez de l'information, écoutez des entrepreneurs, partagez l'observatoire, mais personnellement, moi, c'est aussi de vous écouter, de vous entendre sur comment on peut être meilleur comme organisation pour encore mieux vous accompagner. Nos économistes chez Desjardins ont fait un travail là, que je qualifie d'assez remarquable en ayant une lecture très fine de chacune des régions du Québec pour l'impact économique de la pandémie. En 2020, on anticipe que l'économie du Québec globalement va diminuer de 4,6 % au niveau du PIB. Quand je regarde juste l'Estrie, la diminution de la croissance économique devrait être de 5 %, donc un petit peu plus défavorable que la moyenne du Québec. Quand on regarde là, la grosse période du confinement, là, mars à mai, c'est 14 800 emplois qui se sont perdus dans votre région en Estrie. Là. Pour faire une image, c'est à peu près la moitié de la ville de Magog là, qui a tombé sans emploi là, durant le confinement. La bonne nouvelle, c'est quand on regarde jusqu'en juillet-août, là, on est tombé à 7 700 emplois. Donc, ça veut dire que dès le mois de juin, le mois de juillet, il s'est déjà recréé des emplois dans votre région. Moi, je considère ça très, très positif. Mais on est à peu près à 7 000 emplois en moins là, quand on regarde à la fin de l'été. Donc, je vous le disais, une économie diversifiée, mais aussi une économie qui est résiliente parce qu'on voit déjà une reprise de l'activité économique au cours des derniers mois. Une fois que je vous ai dit ça, une baisse de 5 % du PIB juste pour l'Estrie, ça représente là, une perte de valeur économique de 682 millions de dollars dans votre économie actuellement. Là, ça. Oui, c'est des contrats, des emplois, tout ça, mais ça ne tient pas compte aussi d'éléments qui sont, à mes yeux, qui pèsent très lourd dans la balance. Le stress ou l'inquiétude chez nos aînés actuellement. Nos jeunes, nos enfants, à l'école de façon différente, privés de leurs amis. Tantôt, on parlait de l'Halloween. Les employés de première ligne, hein, nos anges gardiens de première ligne qui vivent un stress important. Vous, les entrepreneurs, qui avez un niveau d'angoisse qui est certainement plus élevé. Pourquoi?
parce que vous n'êtes pas capable de faire ce que vous faites très bien généralement, c'est de stimuler l'économie, créer des emplois, générer des projets. Donc, ça, c'est des facteurs collatéraux qu'il ne faut pas sous-estimer aussi au-delà du PIB. Quand on regarde maintenant 2021, c'est clair que ça va remonter là, parce qu'on apprend à vivre avec la COVID, tout le monde, on apprend à gérer nos entreprises dans ce contexte-là. En 2021, le rebond de l'économie pour le Québec au niveau du PIB, c'est 6,2 % qui est anticipé par nos économistes. Quand on regarde pour l'Estrie, 2021, on parle d'une croissance économique de 5,9 % pour l'Estrie. Quand même très positif. Évidemment, c'est tributaire de la gestion de la deuxième vague, pas seulement la gestion, mais les facteurs de cette deuxième vague-là et d'être capable de garder une économie qui fonctionne. Mais à 5,9 % en 2021, on voit que nos prévisions sont positives. Puis pourquoi? Bien, actuellement, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'interactions dans différentes facettes de l'économie de l'Estrie. Premièrement, vous avez le secteur forestier qui est affecté encore par le conflit du bois d'œuvre. Vous avez tout le secteur agricole qui, oui, a été affecté par l'ouverture des marchés étrangers qui a emmené de nouveaux produits ici au Québec, mais aussi les problèmes de pénurie de main-d'œuvre qui sont vécus chez vous et à travers le Québec. Région frontalière comme vous êtes, avec une frontière qui est fermée actuellement. Région manufacturière qui vit aussi des défis au niveau de l'arrêt des activités complètes pendant certains mois. Et là, une reprise où la demande a diminué dans certains endroits. Deuxièmement, vous avez des enjeux d'approvisionnement. En matière première, la chaîne d'approvisionnement, elle est parfois brisée actuellement ou difficile à bien gérer. Alors, ce sont les défis que vous vivez. Donc, il y a encore du travail à faire. Je pense qu'un des premiers travaux qu'il faut aussi travailler en Estrie, c'est vraiment l'enjeu de main-d'œuvre et de chômage. Il y a des milliers de gens actuellement qui ont perdu leur emploi. Donc, comment en Estrie, on va être capable de reformer ces gens-là, de les emmener à être en mesure de pouvoir opérer peut-être dans des nouvelles activités ou dans des nouveaux secteurs d'activité. Ça, je pense que ça va être extrêmement important. Et nos économistes chez Desjardins pensent que pour l'Estrie, on devrait être en mesure de retrouver le niveau d'activité économique d'avant la pandémie vers la fin de 2021. Donc, on n'est pas à la mi-2022 ou fin 2022, mais on pense qu'à la fin de à peu près dans 12-14 mois, là, on devrait être capable d'avoir un niveau d'activité économique qui ressemble à ce qu'on avait avant la pandémie. Donc, je vous le disais tantôt, c'est 682 millions de dollars qu'il faut trouver le moyen de récupérer en activité économique d'avant la crise. Mais en même temps, je ne pense pas qu'on devrait chercher à revenir comme avant la crise. Je pense qu'on devrait chercher à être meilleur qu'avant la crise. L'objectif, c'est vraiment de faire mieux et différemment surtout. On le constate actuellement là, à l'échelle canadienne, les entreprises ont beaucoup investi dans leur transformation numérique. Beaucoup d'entreprises se sont organisées pour favoriser le télétravail. D'autres ont automatisé leur chaîne d'opération. Quand l'économie va repartir encore plus activement, c'est clair qu'il va y avoir des gains de productivité qu'on va pouvoir matérialiser à travers ça. Il va falloir qu'on matérialise des gains de productivité par rapport à ces économies-là. Puis considérant qu'actuellement, on est pris de toute façon pour repenser nos modes de fonctionnement, nos façons de produire, nos façons d'acheter, nos façons de consommer, il faut essayer de faire mieux. Il faut essayer de faire plus efficacement, il faut essayer de faire plus proprement, il faut essayer de faire plus solidairement aussi dans les prochaines années. C'est ça l'esprit du mouvement Desjardins actuellement. C'est dans cet état d'esprit-là qu'on souhaite vous accompagner, vous les entrepreneurs, vous les communautés. La relance économique, vous voyez le vidéo tantôt, la relance économique, on l'a à cœur actuellement. Ça fait 120 ans que le mouvement Desjardins est impliqué dans le tissu social de toutes les régions du Québec, de l'Ontario. Puis, l'une de nos grandes forces depuis toutes ces années-là, vous le savez comme moi, c'est la proximité. La proximité avec les entreprises, la proximité avec les personnes, la proximité avec les communautés. Et ça nous a permis, cette proximité-là, de passer très rapidement à l'action au niveau des différentes initiatives pour aider les entrepreneurs. Donc, la relance en Estrie, là, le message que je veux vous passer, c'est on l'a vraiment en cœur chez Desjardins et on va tout mettre en œuvre pour vous soutenir. D'ailleurs, au 31 décembre 2019, là, juste avec Capital Régional Coopératif Desjardins, c'est près de 100 millions de dollars qui étaient investis dans 37 entreprises de votre milieu
pour tout ce qui touche le capital de développement, le capital de risque. Donc, c'est clair qu'on a des fonds disponibles actuellement pour continuer de vous accompagner là-dedans. Dès les premières semaines de la crise, en mars, on a mis plusieurs mesures d'allègement pour vous, les entrepreneurs, au niveau des moratoires, au niveau des reports de paiement, au niveau du prêt d'urgence de la Banque du Canada. Les deux mots-clés, c'était souplesse et bienveillance. C'est ça qu'on voulait faire, autant pour les membres particuliers que les membres entreprises. Puis l'une des décisions qu'on a prises, c'est qu'on va maintenir nos mesures d'allègement pour nos membres entreprises jusqu'à nouvel ordre. Donc, il n'était pas question de cesser ça en août ou en septembre. Actuellement, si les entreprises ont encore des difficultés, peuvent communiquer avec nous, on va les aider. Vous en parliez tantôt, Mme Bourgault, on a posé un geste significatif en mai. On a annoncé la création du Fonds du Grand Mouvement. 150 millions de dollars qu'on va injecter dans l'économie au cours des 5 prochaines années d'ici 2024. De l'argent neuf pour aider l'économie, pour aider nos communautés. Puis déjà, quand je regarde ce qu'on avait antérieurement d'injecter dans votre région, c'est à peu près 2,8 millions de dollars qu'on avait injecté auprès d'autour 24 projets pour l'Estrie. Donc là, on a une autre somme d'argent pour les prochaines années. Puis ce matin, je suis très content de vous annoncer 2 projets que l'on a décidé d'appuyer dans la grande région de l'Estrie. Le premier, c'est la fondation du Cégep de Sherbrooke au niveau de l'écosystème autonome d'agriculture urbaine. On va verser une somme de 300 000 $ à cette fondation-là. Puis l'initiative, c'est quoi essentiellement? Vous la connaissez peut-être pour certains d'entre vous, là. C'est de créer un espace éducatif d'agriculture urbaine hors sol dans des vieux conteneurs maritimes qu'on va avoir équipés de systèmes de production écologiques, mais aussi technologiques qui a été mis au point par des étudiants de votre milieu. Donc, on va être en mesure avec ça de pratiquer une culture de multiples espèces végétales et animales. Donc, c'est un projet très intéressant avec la Fondation du Cégep. Puis le deuxième projet, c'est 175 000 $ que l'on va verser à Aménagement forestier coopératif des Appalaches, la Patrie. Cette somme-là, elle va servir à mettre en place un projet qui consiste là, à un centre acéricole qui va permettre d'offrir de nouveaux services pour répondre aux besoins de la coopérative, mais aussi de la communauté qui a actuellement des enjeux de pénurie de main-d'œuvre dans le domaine acéricole, là. Alors, avec cette somme-là, on pense qu'on va être capable d'aider encore plus ce secteur d'activité-là. L'autre élément, c'est que cet été, on a pris le temps aussi de sonder 4000 de nos membres entreprises. Peut-être certains d'entre vous l'ont été, pour bien comprendre quels étaient vos besoins actuellement, quels étaient vos enjeux. Puis il y a 3 grandes solutions qu'on a mis de l'avant et que je souhaite vous partager. La première, c'est qu'on a pris la décision que pour les 2 prochaines années, au niveau des conditions de financement, au niveau des garanties, au niveau des ratios, du pricing, excusez-moi le terme, on va garder les conditions d'avant la COVID pour ne pas pénaliser les entrepreneurs. Deuxièmement, on a demandé à beaucoup de nos experts de la moyenne de la grande entreprise de venir appuyer vos entreprises si vous voulez repenser, si vous voulez réfléchir à revoir un peu vos activités ou comment je me relance comme entrepreneur après la COVID. Puis, troisièmement, on a fait un partenariat avec 2 firmes dans le domaine de la santé pour offrir des services à ceux qui souhaitent avoir un service de santé virtuel. On sait que c'est l'élément premier qui a sorti de beaucoup d'entrepreneurs, l'état de santé de mes employés. Donc, un service de santé virtuelle pour vous comme entrepreneur, mais aussi pour vos employés si vous sentez qu'il y a des besoins. Donc, c'est vraiment 3 éléments qu'on a mis de l'avant. Puis, on a aussi créé le Fonds C, le Fonds Croissance, pour aider les entreprises à passer à travers la COVID. Ça, ici, c'est important, là. C'est une contribution financière de Desjardins à votre entreprise sans remboursement. Je le répète, là, sans remboursement. Puis je sais que ça fait une énorme différence pour plusieurs PME du Québec actuellement, là. En Estrie, là, il y a déjà 2 entreprises de votre milieu qui en ont bénéficié, là. E2 Metrix pour développer un nouveau produit d'hygiène et aussi Gabriel Couture et Fils dans le processus de relève de la direction de cette quincaillerie familiale-là qui existe depuis 40 ans. Donc, communiquez avec votre directeur de compte entreprise, communiquez avec votre centre Desjardins entreprise. Il y a encore 180 000 $ de disponibles juste pour la région de l'Estrie pour vous appuyer peut-être dans certains projets ou certaines initiatives. Les directeurs de compte vont être les meilleurs pour vous guider à travers ce projet-là ou ce fonds-là. Donc, vous le voyez, notre engagement, là, il est maximum à nos yeux pour aider l'Estrie, pour aider vos entreprises à passer à travers cette situation-là.
Puis je pense que vous êtes beaucoup ce matin sur la ligne. Ce que ça veut dire, c'est qu'en travaillant ensemble, on va passer à travers cette pandémie-là. Mais moi, je pense qu'il faudrait vouloir encore plus que ça. Ce n'est pas juste de passer à travers, là, mais c'est de devenir meilleur que ce qu'on était avant. Et ça veut dire d'accepter de se challenger. Ça veut dire de se poser des questions sur qu'est-ce qui va changer au cours des prochains mois. Comment la pandémie va changer notre environnement économique actuellement? Comment ces changements-là vont venir influencer votre secteur d'activité? Et il faut avoir ce genre de discussion actuellement, là, dans la communauté, dans nos régions, dans vos familles, dans vos équipes de direction. Et je salue ce que fait la Fédération des chambres de commerce du Québec et ce que font toutes les chambres de commerce du Québec pour justement favoriser encore plus de conversations actuellement pour vous aider, vous, les entrepreneurs. De notre côté, chez Desjardins, je vous dirais qu'on a déjà une bonne petite idée vers où la rondelle s'envole. Le gouvernement l'a clairement dit, il faut rapatrier au Québec certains domaines de production, notamment dans le domaine biomédical. Ça, je peux vous dire que ça nous intéresse beaucoup chez Desjardins. Il y a aussi une volonté, on l'a vu dans les derniers mois, là, une volonté d'achat local qui est encore plus forte. Là. On s'est même remis à parler de développement de production en serre ici au Québec. Ça aussi, ça nous intéresse énormément chez Desjardins. Il y a tout le dossier de la lutte au changement climatique avec toutes ses déclinaisons. On peut penser à la filière d'électrification des transports qui va jusqu'aux mines de lithium. On peut penser aux énergies renouvelables, à la protection de l'environnement. Alors, je pense que notre société, notre économie là, va être marquée par des changements de valeur profonds au cours des prochaines années. Le vieux modèle économique qu'on connaît, là, extraire, transformer, utiliser, jeter, ça risque de devenir dépassé et peut-être de ne plus répondre adéquatement aux besoins d'une société de plus en plus moderne. Il faut passer, je pense, à autre chose dans notre réflexion de la suite. Parce que c'est insoutenable, vous le savez, économiquement, mais aussi environnementalement parlant. La pandémie, elle est venue, selon moi, faire quoi? Elle est venue, dans le fond, nous faire prendre conscience de notre fragilité individuelle et collective. Les citoyens, les consommateurs, les actionnaires vont être de plus en plus nombreux à chercher des projets ou chercher des produits qui s'insèrent dans une économie circulaire. Ici, on parle d'un écosystème économique là, où on fait en sorte qu'on utilise le moins de ressources possibles, ressources brutes, qu'on cesse de gaspiller et qu'on mène nos activités dans un plus grand respect des personnes, mais aussi de l'environnement. Et pour nous, chez Desjardins, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de s'investir dans l'économie circulaire et de faire une collaboration avec l'École de technologie supérieure à Montréal et d'investir 2 millions de dollars pour développer tout le concept d'économie circulaire puis faire des initiatives et des projets pilotes comme tel. L'autre élément dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années qu'il faut avoir à l'esprit, c'est notre jeunesse. Pour nous, là, je sais que sur la ligne, il y a beaucoup de parents. La crise, elle emmène du stress. Elle emmène de l'inquiétude, elle emmène des considérations financières, des considérations opérationnelles. Ça peut devenir pesant à la longue comme tel. Mais nos jeunes, là, nos ados, là, nos jeunes adultes qui sont au cégep, là, ceux qui sont à l'Université de Sherbrooke, ceux qui sont à l'Université de Bishop, aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation qu'ils n'ont jamais vécue, peut-être pas avec tous les outils. Là. Hein, ils sont à distance, ils voient moins leurs amis, ils ne pratiquent pas leurs loisirs, leur sport, ils étudient dans un contexte totalement différent. Il ne faut pas que ces jeunes-là soient doublement pénalisés par la pandémie. Là. Pas juste par la crise actuelle, mais aussi par le fait qu'ils doivent étudier à distance, puis que ça peut même pénaliser l'interaction sociale puis leur avenir. Là. Alors, si pour des raisons de santé ou de sécurité, il y a des stages ou des labs qu'on n'a pas été capable de faire avec nos jeunes, là, il faut essayer de réfléchir comme entrepreneur. Y a-t-il d'autres solutions qu'on peut proposer? Y a-t-il d'autres éléments pour éviter que nos jeunes soient victimes peut-être doublement de cette pandémie-là? Vous le savez, là, ils sont notre avenir, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, je nous invite vraiment à réfléchir à ça encore plus activement.
Ça va prendre une relance où vous, les entrepreneurs, vous allez encore une fois agir comme leader dans la communauté, puis vous allez contribuer à faire grandir l'esprit de cette situation-là. Puis je pense que ce qu'on réalise, c'est qu'avec la pandémie, là, on est de plus en plus responsables les uns des autres. Ça aussi, c'est un élément important. On réalise que les gouvernements ont joué un rôle très important pour amortir le choc de la présente crise. Là. Ça aussi, c'est une grosse prise de conscience qu'on vient d'avoir, je pense, dans les derniers mois. Là. Je sens qu'on voit un retour à la pensée collective de plus en plus. Ça, c'est un autre changement de valeur qui, selon moi, va marquer les prochaines années. Pendant des décennies, là, le vent a soufflé vers la promotion des libertés individuelles. Là. Et ce n'est pas mauvais, c'est même très bien. C'est d'ailleurs ce vent-là qui a permis l'émergence de plein d'entrepreneurs à succès, notamment au Québec. Là. Mais les effets de la pandémie actuellement, ils viennent nous rappeler l'importance de la pensée collective et du rôle de l'État comme protecteur du bien commun. On est bien libre, on est fort ensemble. Et je suis convaincu que le modèle coopératif, avec ses valeurs d'entraide, de solidarité, d'engagement, c'est plus pertinent que jamais. Pour moi, là, c'est un atout majeur pour traverser à travers la présente crise, là. Mais il faut aussi penser à envisager le futur de façon différente, de façon beaucoup plus pérenne. C'est exactement ce que notre société a besoin actuellement. Selon moi, je suis convaincu qu'on va avoir de plus en plus d'engagement à long terme, mais aussi des entreprises qui vont être encore plus impliquées socialement au cours des prochaines années. On s'en va vers une société qui est de plus en plus consciente, qui est de plus en plus ancrée sur les personnes, les communautés, l'environnement. Puis évidemment, là, qu'il y a des défis après-midi, demain, la semaine prochaine, dans les prochains mois dans nos entreprises. Mais il faut voir l'avenir de façon prometteuse. Il faut que la pandémie, on se dise, on va passer à travers, on va sortir plus fort, différent. Oui, il faut se serrer les coudes. Oui, les efforts qu'on va faire pour repositionner nos entreprises, notre économie, ça va nous emmener pas juste à revenir comme avant, ça va nous emmener à être encore meilleurs qu'avant. Et c'est ce qui nous motive chez Desjardins, je vous le dis. C'est ce qui nous motive à penser l'avenir avec vous, avec vos familles, avec la communauté de l'Estrie, encore plus positivement. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Charles. Je suis vraiment désolé, mon réseau a coupé alors que tu nous saluais. Alors, je suis vraiment désolé. Merci beaucoup, Guy. Donc, j'ai manqué seulement peut-être les 5 dernières secondes. Merci pour le discours toujours aussi inspirant. Puis merci aussi pour les annonces d'investissement aussi. Là, je voyais Louise faire des grands signes de oui. Alors, je pense que c'est toujours apprécié d'avoir des investissements les plus concrets possibles dans les localités. Je vais vous parler rapidement parce que je veux laisser du temps aussi à François et nos deux invités de parler de la réalité quotidienne dans votre région. Mais je vais vous parler donc de l'Observatoire FCCQ. Vous avez vu d'entrée de jeu ce matin au début du webinaire, donc un petit vidéo qui vous explique un peu c'est quoi l'Observatoire. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme une communauté de personnes qui se donnent de l'information pour avoir de l'influence sur les politiques publiques et aider les relations gouvernementales de vos chambres de commerce. Alors, en vous inscrivant sur l'outil L'Observatoire, vous allez donc nous permettre d'avoir le plus de données possible pour faire entendre votre voix, finalement, auprès des gouvernements locaux, provinciaux ou fédéraux. Alors, évidemment, l'inscription à tout ça est gratuite. Là, on a déjà 60-75 personnes dans votre région qui se sont inscrites, mais c'est un outil qui va vivre au-delà de la tournée Desjardins. Donc, c'est important
Et je sais que je peux compter sur Louise et les autres DG des chambres de commerce de l'Estrie pour populer ce site-là le plus possible. Alors, entre-temps, vous pouvez aller sur le site fccq.ca pour vous inscrire. Et le plus de membres qu'on aura dans une région donnée, le plus de données on aura à transmettre justement à vos chambres de commerce pour faire entendre votre voix. Alors, c'est vraiment une question de nombre là, qui déterminera la pertinence de cet outil-là. Alors, si on regarde un peu les résultats qu'on a eus jusqu'à présent, donc au niveau du profil des entreprises, on a, puis Guy le mentionnait tout à l'heure, on a vraiment une économie qui est très diversifiée, mais on a vraiment une bonne représentation du tissu entrepreneurial, là, donc pas nécessairement des très grandes entreprises qui sont présentes avec nous ce matin et qui ont répondu au sondage de l'Observatoire. Donc, voyez-vous, on a près de 83 des répondants qui ont moins de 50 employés. Donc, on parle vraiment de la réalité entrepreneuriale au niveau de la région. Et si on regarde au niveau des prochaines diapos, Sonia, donc la provenance donc, des secteurs d'activité, alors évidemment avec une ville comme Sherbrooke aussi, qui est la ville centrale, si on veut, de la région, on a beaucoup de représentation au niveau des services. Peut-être qu'en attendant, on pourrait faire un petit peu de publicité sur l'Observatoire. J'avais déjà interpellé le nouveau directeur du Bureau de développement économique de la ville de Sherbrooke, M. Philippe Cadieux, a partagé l'information pour l'Observatoire auprès de la communauté ici de Sherbrooke. Alors, j'espère que le message est entendu. Merci beaucoup, Philippe. Bien, peut-être que je peux continuer rapidement pour, en attendant que Charles retrouve la ligne, pour vous dire que, bien, comme vous voyez dans le sondage, on a une représentation vraiment de tous les secteurs d'activité. Il y a des personnes, et on a une économie très diversifiée, comme Charles le mentionnait, en Estrie. Et ensuite, au niveau des impacts de la pandémie et de la relance économique, on a posé 2 questions. Et vous voyez qu'il y a 6 personnes sur 10 qui indiquent que la pandémie a un impact négatif sur leur entreprise. Il y a quand même un quart des gens qui ont dit qu'il y avait eu un impact positif. Et il y a toujours, bien, il y a des gens qui n'ont eu aucun impact, comme vous voyez. Et au niveau des impacts, surprenamment, ce n'est pas ce qui se passe dans toutes les régions, mais en premier, en Estrie, les gens parlent d'un impact au niveau de la baisse des ventes. Donc, vous voyez que le premier est baisse des ventes et ensuite rapport ou annulation d'événements importants et ensuite diminution des opérations. C'est quand même des chiffres significatifs. Vous voyez, des 55 52 d'où l'importance de la question suivante, l'apport en fait, les freins anticipés dans la relance économique. La baisse de la demande, on voit la baisse des ventes, donc évidemment, la baisse de la demande est un frein. Ensuite, difficulté de main-d'œuvre, d'embaucher de la main-d'œuvre avec les programmes qui ont été mis en place. Ça a contribué aussi à avoir de la difficulté à chercher des employés ou à trouver des employés. Et respect des normes sanitaires également. C'est également un frein. Donc, quand on parle au gouvernement, c'est le genre de frein qu'il faut mentionner, puis aussi aller voir vers les solutions. Et ensuite, au niveau des mesures d'aide, celle qui a été la plus utilisée ou la plus populaire est la subvention salariale d'urgence. Ensuite, des subventions sectorielles directes et la simplification d'avoir des processus de demande pour avoir accès au programme a aussi été mentionnée comme une aide qui est appréciée. Et évidemment, des programmes de prêts sans intérêt, on en a mentionné quelques-uns aujourd'hui. Et enfin, au niveau du télétravail, on a posé une question sur est-ce que votre entreprise vous offre la possibilité de faire du télétravail et plus de 2/3 des entreprises dans la région de l'Estrie, dont 69 ont mentionné qu'il y avait la possibilité de le faire soit à temps plein, soit à temps partiel. Évidemment, dans le secteur manufacturier, c'est un peu plus difficile. Donc, il y a 31 des gens qui ont mentionné qu'ils ne pouvaient pas travailler de la maison.
Et donc, voilà pour les résultats du sondage. François, je te passerai la parole pour passer au panel. Bien, très bien. Merci beaucoup, Sonia. Alors, juste avant de passer à nos deux invités de ce matin, j'aimerais ça aussi vous inviter, on est presque 180 présentement sur la ligne, et vous inviter à participer activement en posant vos questions. Alors, vous avez une question pour nos deux invités ou encore pour M. Cormier et Charles s'il revient à propos du sondage ou encore Louise également. Bien entendu, ça nous fera plaisir de vous répondre et répondre à toutes les questions auxquelles vous avez à nous poser. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos deux invités de ce matin. Ils ont des parcours différents. C'est deux entreprises différentes qui ont vécu la crise de façon différente également. D'abord, tout seigneur, tout honneur, j'aimerais vous présenter Julia Gagnon, qui est vice-présidente des opérations de l'entreprise Attraction et copropriétaire également. Donc, Gagnon, bonjour. Bonjour. Et également M. Jean Routier, qui est président et directeur général de Pieux Vistec. Donc, M. Routier, bonjour. Bonjour à vous aussi. Avant de parler de votre entreprise, M. Routier, j'aimerais poser la question à Mme Gagnon. Vous avez quand même un parcours atypique dans le sens où vous êtes diplômé de la deuxième vague de l'École d'entrepreneuriat de la Beauce. Vous êtes une personne qui vous impliquée dans l'entrepreneuriat. Vous avez écrit, entre autres, un personnage qui s'appelle Ben Entreprend. Vous avez déjà plus d'une centaine de publications de fait avec ce livre-là. Comment ça vous a aidé, justement, vous, de promouvoir l'entrepreneuriat chez Attraction? En fait, le projet des livres Ben Entreprend est un projet qui est né suite à mon parcours à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Comme entrepreneur, on se rend compte qu'on a un impact là, auprès des gens qui nous entourent. C'était important pour moi de partager ce qui avait été appris à l'École d'entrepreneurship aux plus jeunes. J'étais déçue de ne pas avoir fait ces apprentissages-là plus tôt dans ma carrière. Donc, ces petits livres-là sont nés de ça. C'était ma façon à moi de transmettre des valeurs entrepreneuriales à mes enfants. Puis finalement, le projet s'est déployé, a pris plus d'envergure. Puis au final, au cours des 9 dernières années, c'est plus de 100 petits livres qui ont été publiés aux éditions Marcel Didier. Et dans la situation actuelle, c'est des valeurs toutes simples, l'esprit d'équipe, la créativité, l'entraide, qu'on sait commémorer dans les derniers mois puis qui nous ont servi en tant qu'entrepreneurs parce que parfois les solutions sont toutes simples. On ne fait que les oublier dans le feu de l'action. Et de votre côté, M. Routier, vous n'étiez pas nécessairement engagé dans le genre de produit que vous faites maintenant. Vous êtes issu des pâtes et papiers. C'est quoi le changement? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, c'était un rêve récurrent que j'avais d'être entrepreneur un jour. Puis l'occasion est arrivée, dans le fond, il y a 7 ans pour moi. Le désir aussi de revenir en Estrie a joué beaucoup à cette époque-là. Il faut se rappeler qu'à Montréal, la construction du pont Champlain se préparait, puis ensuite de ça, l'autoroute des Caries. Alors, je ne vous cacherai pas que je suis un Estrien de cœur et je voulais rentrer un peu dans mes terres. Fait que l'opportunité d'acquérir l'entreprise Pieux Vistec était une vraie belle occasion de pouvoir rentrer à Sherbrooke avec une entreprise qui existait déjà, qui était bien implantée, qui avait une belle réputation. C'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce que vous vous êtes servi du vieil adage de la compagnie Gillette? J'ai tellement aimé accompagner, je l'ai acheté. Là, il y a des témoins sur la ligne avec nous ce matin, mais je vous dirais que j'avais un produit de béton et j'ai découvert les Pieux Vistec à peu près au moment où j'ai acquis l'entreprise. Fait que c'est un peu ironique, mais oui, on peut dire oui, mais un peu sur le tard. Chez Attraction, comment avez-vous vécu? Là, vous êtes complètement transformé pendant, en tout cas du moins au début de la COVID jusqu'à tout récemment. Là. Comment s'est fait cette transformation-là? Comment en avez-vous eu l'idée? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Attraction, on a 2 marchés principaux. Le premier étant les boutiques souvenirs à travers le Canada qui représentent 50 de notre chiffre d'affaires. Je n'ai pas besoin d'expliquer longtemps que ce marché-là s'est totalement effondré pendant la crise. C'est le marché dans lequel on est leader depuis 30 ans chez Attraction. Notre deuxième marché qui représente l'autre moitié de l'entreprise, c'est le vêtement promotionnel. Encore une fois, les événements, il n'y en avait plus. Donc,
au 21 mars, on s'est retrouvé à mettre à pied la totalité de nos employés. Le carnet de commandes s'est vidé totalement. Et là, ben, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour contribuer à cette crise-là? On avait à l'époque une 60aine de couturières. Donc, on s'est dit, ben, on va faire des masques, on va faire des blouses de contagion. Ça a l'air simple un petit peu dans les médias, mais il faut se rappeler que tout était en rupture de stock. Trouver une simple barrette nasale ou des élastiques, c'était extrêmement complexe. Donc, le défi, c'était de produire des masques en très grande quantité à partir des matières qu'on avait déjà chez nous ou desquelles on pouvait s'approvisionner facilement. Donc, après plusieurs prototypes, essais, erreurs, c'est ce qu'on a fait. Puis, on en est venu à produire jusqu'à 8000 masques par jour pendant des mois et des centaines de blouses de contagion. Et je vous ai entendu dire également que vous aviez découvert que les jeunes ne détestaient pas nécessairement les machines à coudre. Même les jeunes se sont intéressés aux machines à coudre. Exactement. Bien, au plus fort de la crise, on sait que le métier de couturière, ce n'est pas un métier qui est très populaire ces dernières années. Donc, on voulait recruter 70 couturières. C'était doubler nos effectifs. Dans la région, ça fait des années qu'on embauche des couturières. On savait que c'était difficile à trouver. Donc, on s'est retourné vers les jeunes. Ça faisait des mois que les jeunes n'allaient plus à l'école puis s'ennuyaient un peu. Donc, on les a convaincus qu'une machine à coudre, c'est un peu comme une automobile, c'est un moteur, puis ça peut être intéressant. Fait qu'on a recruté quand même une bonne quinzaine de joueurs de football, des petits gars de 15-16 ans qui confectionnaient des masques, puis qui ont eu du plaisir à le faire, puis qui nous ont dit qu'ils reviendraient là cet automne s'il y avait une deuxième vague, puis qu'ils ont trouvé ça cool, coudre. Donc, c'est une belle découverte qu'on a faite. Alors, comment vous avez fait pour les convaincre alors que la PCU était probablement peut-être un peu plus payante que le salaire que vous alliez leur offrir? Bien, ça a été une belle découverte. Là. Tu sais, je vous dirais qu'il y a des gens, oui, qui ont décidé de ne pas revenir au travail, mais on a des jeunes qui ont des belles valeurs. Il y a des jeunes pour qui c'était important de venir travailler, de faire une différence, puis de ne pas profiter de la PCU. C'est pas la majorité, là, je vous dirais, mais on en a trouvé, puis c'est des bons jeunes, puis on est vraiment fiers d'eux. De votre côté, M. Routier, comment c'est passé? Vous êtes plus dans le domaine de la construction là, et peut-être même de la rénovation. Là. Absolument. Comment ça s'est passé de votre côté? Vous, la production n'a pas arrêté? Là. En fait, oui, nous, la production s'est arrêtée, comme Julia le mentionnait, le 21 mars. On a repris nos activités le 11 mai, ce qui fait qu'on a eu presque près de 8 semaines de fermeture, à un moment qui nous a frappé de façon assez dramatique parce qu'il faut que vous compreniez que nous, on est dans un domaine assez saisonnier. Essentiellement, le produit qu'on fabrique, les gens vont l'utiliser dans la période printemps-été, puis on approche la fin de la saison pour nous déjà. Alors, de couper la production à cette époque-là, quand le gouvernement a mis en place les mesures sanitaires demandant aux entreprises de fermer, ça a été assez dramatique parce qu'on a littéralement arrêté la production qui était nécessaire pour l'été. Je vous avouerai que ça a été un casse-tête parce qu'à ce moment-là, on reçoit de la matière première. Il faut comprendre que l'acier constitue l'essentiel de notre produit. Et l'acier entrait, mais on n'avait pas de façon de transformer ça. C'était tout un casse-tête de comment générer des inventaires, gérer des stocks. On parlait de chaîne d'approvisionnement tout à l'heure. Ça a été un casse-tête important. Et comment vous en êtes sorti? Est-ce que vous avez trouvé de nouveaux trucs justement pour faire la gestion de tout ça? Parce qu'éventuellement, l'acier s'accumule, on n'est pas capable de le sortir, ni de le transformer. Et comment vous avez réussi à prendre le dessus sur les commandes que vous aviez? Bien, en fait, ce qui a été très intéressant, parce qu'on parlait de l'aide gouvernementale, mais je vous dirais que lorsqu'on a rappelé nos employés, la plupart ont accepté de rentrer. On a des employés de qui on est très proche, ce qui fait que lorsque le 11 mai, on a rappelé les troupes, on a rappelé dans le fond presque instantanément tous nos employés. On a fait un quart de soir, ce qui est inhabituel pour notre entreprise, une bonne partie de l'été. On a fait appel à des sous-traitants aussi, des partenaires d'affaires qu'on avait en augmentant leur carnet de commandes avec nous. On a essayé aussi de diversifier nos sources d'approvisionnement parce que ma crainte, Vistex, c'est une entreprise qui distribue dans toutes les régions du Canada et ma crainte, c'était d'être face à une autre fermeture. Ce qui fait qu'on a essayé de délocaliser un peu la production vers des régions qui étaient moins touchées par la pandémie. Là.
Et à ce moment-là, là, vous avez réussi à sauver votre production comme ça? Absolument. Oui, puis je vous dirais que nous, dans le fond, au mois de mai et juin, c'est là qu'il y a le pic de vente pour nos produits. Et puis, on a atteint, on a un peu décalé. Vous comprenez, en rentrant le 11 mai, ça décalait un peu la saison. Vous mentionniez tout à l'heure, je crois, je ne sais pas si c'était en ondes ou avec le groupe, que le bois s'est fait rare. En tout cas, tous ceux qui ont fait de la construction cet été savent que c'était très compliqué d'avoir du bois traité pour faire les boîtes à fleurs, les balcons, les ci, les ça. Bien, nous, on est partenaires de ces gens-là, ce qui fait que la demande très forte pour faire de la construction résidentielle, du do-it-yourself en bon français, a créé une pression forte et ça a culminé au mois de juin. Et grâce à nos mesures, on a frôlé les montagnes avec notre avion, si vous voulez, là, pour faire une métaphore, mais on a quand même réussi. Ça a été beaucoup de pression. Mais on a quand même réussi. Mais je vous dirais que c'est une année bien particulière et on espère que ce ne sera pas comme ça à chaque année, là. Bon, vous, du côté d'attraction, c'est dans le promotionnel. Hein? Vous en avez parlé tout à l'heure. Les défis sont là. Là, on a réussi à passer au travers grâce à la transformation de l'entreprise. Mais là, vos contrats sont terminés maintenant, l'approvisionnement, à moins qu'il y ait une deuxième vague de demandes pour vos produits. Vous faites quoi là, à l'heure actuelle? Comment vous entrevoyez l'avenir, justement? Oui, bien, normalement, l'automne, chez Attraction, c'est la basse saison. Donc, on est habitué. Nous, c'est comme pour Pieux Visitex. L'été, c'est vraiment très, très achalandé. L'automne, on se prépare pour la prochaine saison. Avec l'exception que cette année, on parle beaucoup d'achat local. On a profité de la crise pour mettre de l'avant nos produits qu'on fabrique localement. Comme je vous disais tout à l'heure, on a 70 couturières à temps plein. On fabrique une marque de vêtements, Etika, qui sont des vêtements fabriqués ici. Et pendant la crise, on a profité du fait pour mettre en ligne 2 plateformes, 2 boutiques, boutiqueetika.com, boutiqueinitiale.com, pour vendre nos produits directement là, aux consommateurs. C'est des projets qu'on avait en plan avant la crise, mais on manquait d'effectifs, on n'avait pas le temps, on ne considérait pas comme essentiel de le faire. On a profité de la crise pour mettre en place ces boutiques-là. Et là, on se prépare vraiment pour la saison du cadeau. On souhaite que les entreprises du Québec, du Canada vont avoir entendu les messages, vont acheter local, vont choisir des produits québécois, canadiens ou sinon, à tout le moins, des entreprises québécoises ou canadiennes. Monsieur Legault le dit souvent, là, ça fait toute la différence pour des entreprises comme nous que la collectivité, que les entreprises décident d'acheter ici plutôt que sur Amazon, par exemple. Donc là, c'est ça qu'on fait présentement. On commence à traiter des commandes de Noël avec tout le retard qu'il y a eu dans les envois postaux au printemps. Les gens commencent déjà à acheter leurs cadeaux de Noël pour être sûrs de les avoir à temps. Oui, parce qu'il y a eu un bon avertissement quand même de Poste Canada il y a à peine une semaine et demie, là, en disant que si vous ne commandez pas tôt, vous risquez d'avoir des problèmes pour mettre vos cadeaux sous le sapin. Il y a 40 % des entrepreneurs au Québec qui ont senti l'urgence de se mettre en ligne. Et on avait du retard ici quand même au Québec par rapport à la vente en ligne, de rejoindre directement la population chez elle. Étant confiné, c'est plus facile de magasiner de cette façon-là. Mais on dit aussi que ce n'est pas nécessairement très payant. Qu'est-ce que, de votre côté, comment vous entrevoyez ça, l'avenir de la vente en ligne? Bien, nous, on a une chance inouïe. On est manufacturier. Donc, la vente en ligne, pour nous permet de sauver des intermédiaires. On distribue nos produits dans d'autres marchés. Donc, pour nous, on va investir massivement là-dedans pour automatiser puis aller chercher le maximum. On anticipe que d'ici 3 à 5 ans, ça va être un 3e marché aussi gros que nos marchés actuels. Alors, quand même, est-ce qu'il y a d'autres façons de voir pour le marché en ligne au Québec? Comment vous pouvez attirer votre clientèle maintenant? C'est le défi là, que tous les entrepreneurs ont quand même. Attirer la clientèle vers le site transactionnel. Oui, parce que quand on a une boutique physique sur une rue, bien, les gens peuvent passer devant. Quand la boutique est en ligne, il faut la trouver à travers le monde. C'est tout un défi. Donc, on s'est fait accompagner là-dedans.
de par différentes firmes pour nous orienter. Puis pendant la crise, on a eu la chance d'avoir un beau partenariat avec la fabrique de Simons pour distribuer nos produits en ligne. Puis là, on est en pourparlers pour ajouter d'autres produits. Donc, c'est une vitrine et un accélérateur qui est extraordinaire pour nous, là. Et vous, de votre côté, M. Routier, chez Vistec, comment vous entrevoyez l'automne et l'hiver? On le sait que ce n'est pas nécessairement la saison idéale pour pieuter, si vous me permettez l'expression. Recherche, développement, etc. C'est un peu sur quoi vous allez vous orienter, fort probablement? Oui, absolument. Et je vous dirais qu'un de nos objectifs avant la pandémie, c'était de déployer le modèle d'affaires aux États-Unis. Alors, ça a été retardé et on compte bien utiliser la période d'automne et le début de l'hiver pour s'y préparer. Ça implique certification des produits, préparer le réseau. Je vous avouerai que présentement, avec la frontière américaine qui est fermée, ça complique les choses, mais il faut voir ça comme une opportunité de préparation pour l'an prochain. Alors, nous, déjà, on met la main à finir un cycle, mais il y a un autre cycle qui va commencer après la période des fêtes en 2021 et on compte être prêt pour le mois de mars 2021. Alors, c'est maintenant qu'il faut le préparer. Une bonne question qui s'adresse à vous deux, qui vient d'Éric Bergeron, qui nous demande qu'est-ce que vous allez retenir de la pandémie? Dans 12 mois, votre entreprise, ou quelle opportunité aura-t-elle généré? Peut-être Mme Gagnon, pour commencer. Bien, il y a un adage qui dit ne jamais gaspiller une bonne crise, là, ou je ne sais pas si j'ai défait quelque chose de similaire à ça, là. Dans des crises, il y a énormément de mouvances et de choses qui se passent. Puis je pense que c'est super important d'être à l'affût puis de saisir les opportunités. Dans notre cas, on a un journaliste qui a écrit dans la presse là, « Attraction réveillée par la crise ». J'étais fâchée, j'étais comme hey, « on ne dormait pas, là, on surfait une vague, nous, tout allait bien ». Mais au final, il a raison parce qu'on avait reporté le web, on avait des projets de certification B Corp qu'on laissait de côté faute de temps. On voulait embaucher de la main-d'œuvre immigrante, on manquait de temps, on avait tassé ça, mais la crise nous a fait mettre en place tous ces projets-là. Puis au final, on va être vraiment meilleur parce que la crise va nous avoir secoués. Et de votre côté, M. Routier? Ben, écoutez, je pense que je ferais juste renchérir ce que Mme Gagnon disait. On a été intensément sous pression. Ça fait que la prise de décision puis d'identifier les priorités, ça devient comme vital. Puis je pense que c'est ça que ça nous a fait. Au sortir de cette crise-là, je crois que les entreprises du Québec seront vraiment plus fortes, plus résilientes. Puis c'est un accélérateur intense. En fait, c'est une course. C'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qui nous est imposé, mais l'instinct de survie est grand. Et je vous dirais que la solidarité des partenaires est assez formidable. Dans notre cas, on a pu voir un peu où se trouvaient les gens qui nous supportent et ça a été quand même formidable. Tant dans nos partenaires financiers que dans nos partenaires de matières premières, nos clients et tout. Il y a eu beaucoup de solidarité, là. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué comme aide, par exemple? Quel genre d'aide auriez-vous aimé avoir qui n'existait pas ou qui n'existe pas encore? C'est assez difficile. Je vous dirais qu'il n'y a pas encore beaucoup de recul face à ça. On découvre beaucoup de programmes. Moi, dans mon cas, je vous dirais que j'ai appris à naviguer sur les sites des gouvernements et des institutions. Puis ça, c'était quand même assez complexe là, quand on doit défendre notre entreprise, mais qu'au même moment, il faut en assurer la survie et gérer à l'interne. Fait que je vous avouerai que j'ai peu de recul encore pour répondre à votre question de façon claire. Moi, j'aurais définitivement pris 1 ou 2 journées de plus par semaine là, parce que faut poursuivre les opérations actuelles en plus de développer le nouveau puis régler tous les enjeux en cours. Aller chercher les subventions, les demandes. Il y a beaucoup d'aide présentement. On manque de temps. Puis, on a parlé de saisonnalité. Les entreprises saisonnières, les prochains mois à venir sont inquiétants. Il n'y a pas beaucoup d'aide à ce niveau-là. Les subventions salariales sont floues. Moi, j'aimerais une aide ou une meilleure visibilité pour ce qui s'en vient d'un point de vue. En tant qu'une entreprise saisonnière, là, les prochains mois sont difficiles à évaluer, là.
C'est parce que moi, je me plaisais tout le temps à la radio de dire, puis M. Cormier en est témoin, il m'écoute souvent, il y a de très, très nombreux programmes, parfois un petit peu trop complexes, mais ce que j'allais dire, c'est que la complexité, quand on lance des programmes universels, il y a toujours des défauts là-dedans. La subvention salariale, c'est un très, très bel exemple. L'aide au loyer, c'est encore un meilleur exemple de ce côté-là. Quel message vous donneriez au gouvernement de simplifier les programmes ou de vous aider un peu plus directement? Comment on pourrait faire ça pour l'amélioration? Effectivement, je pense que vous avez identifié le mot-clé, ce serait de simplifier. Parce qu'il arrive à un moment donné, je regardais un peu vos statistiques, les gens qui sont en ligne, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de petites entreprises. Ça devient complexe quand tu dois gérer et tes clients et tes employés dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. La façon que l'information circule, il faut vraiment être multi-chapeau, il faut connaître, Mme Gagnon le disait, il fallait connaître les programmes de subvention et tout. Je crois que la simplification aiderait, puis que ce soit plus facile pour les entrepreneurs d'accéder à ces informations-là. Il fallait vraiment aller les recueillir. Les programmes étaient généreux, je dois l'avouer. Il y a eu des grandes actions qui ont été prises, mais il y avait un obstacle majeur, c'est-à-dire accéder à cette information-là rapidement là, pour prendre des décisions. C'est un peu juste à temps, l'information. On n'a pas beaucoup de visibilité sur le moyen terme avec ces programmes-là, mais en même temps, le contexte, on le vit dans nos entreprises, tout va tellement vite. Je n'ai pas énormément de reproches à faire au gouvernement. Je ne pense pas que nos élus savaient dans quoi ils s'embarquaient. Puis fondamentalement, je suis convaincue qu'ils font du mieux qu'ils peuvent dans les circonstances. Puis moi, en tout cas, je ne voudrais pas être à leur place. Là. Donc, chapeau pour ce qu'ils font dans le contexte déjà. Oui, tout à fait. Peut-être une question à M. Cormier là-dessus, justement en rapport avec tous les programmes, parce que bien des institutions financières comme la vôtre ont été maîtres d'œuvre là-dedans. Je pense au CUEC, par exemple, l'aide directement d'emprunt, qui a d'ailleurs été prolongée et améliorée. On aura les règles un petit peu plus tard pour de 20 000 supplémentaires. Mais comment, justement, les grandes institutions financières comme Desjardins peuvent arriver à aider les différents gouvernements à faire peut-être un meilleur lien avec les clients? Écoutez, je vous rassure, puis je trouve ça tellement riche ce matin, là, ce qui se dit, là, Mme Gagnon, M. Routier. Moi, ça m'aide. J'ai des contacts réguliers, là, quasi hebdomadaires avec autant Pierre Fitzgibbon à Ottawa. Donc, juste de vous entendre, moi, c'est de l'information que je vais relayer, là, je vous le dis, très clairement. Il n'y a rien qui me surprend en passant. Je sais comment c'était difficile, surtout dans le sondage qu'on a fait cet été. Je pense que vous l'avez dit, M. Gagnon, le programme d'aide pour les loyers, là, tout le monde est conscient au fédéral ou provincial qui n'a pas atteint l'objectif qu'il devait atteindre. On essaie d'y donner un nouveau souffle, mais je pense que c'est vraiment... Je pense que les gens sont conscients de l'enjeu, que le programme n'a pas livré la marchandise qu'il devait. Pour ce qui est de la subvention salariale, je pense qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Je partage ce que disait Mme Gagnon. Moi, pour leur parler régulièrement, là, ils font de leur mieux. Eux autres aussi, ils naviguent à vue actuellement. Il n'y a personne qui avait prévu l'ampleur de ça. On essaie de savoir ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois. Puis ça dépend notamment beaucoup du comportement de chaque citoyen. Alors, c'est difficile de faire des prévisions quand ça dépend aussi de notre propre réaction. Mais j'entends bien le message. Je sens une sensibilité de la part des gouvernements sur la complexité des différents programmes fédéral, provincial. Vous avez parfois même du municipal qui embarque dans ça. Donc, c'est très complexe. Nous, je ne vous cacherai pas qu'on essaie du mieux qu'on peut sur nos plateformes chez nous à être capable de démystifier ça pour les gens qui font affaire avec nous. Je sais que d'autres institutions font la même chose. On essaie d'utiliser aussi beaucoup le numérique. Je regarde là, dans notre cas, juste en Estrie, c'est 3500 entreprises, 3500 entreprises en Estrie qui ont bénéficié du soutien du 40 000 là, du compte d'urgence du gouvernement fédéral. On a fait ça sur des plateformes numériques. Je pense que l'une des clés, un des messages qu'on passe au gouvernement, c'est numériser le plus possible, simplifier le plus possible ça pour que pour les entrepreneurs, ça puisse se faire simplement, le moins de papier, le moins de besoin de son comptable ou de son institution, puis d'être capable de façon un peu autonome de pouvoir entrer ça dans la demande. Alors, j'entends bien ce qui est dit ce matin, mais en tout cas, je sais que, je ne veux pas faire une publicité de Desjardins, mais je sais que pour ceux qui font affaire avec nous, n'hésitez pas à communiquer avec le directeur de compte. On a quand même passé beaucoup de temps à former nos gens
à l'interne pour démystifier les programmes. Ça change des fois à chaque 2-3 semaines, là, mais au moins vous aiguiller. Si on peut vous donner un coup de main, ça va nous faire plaisir. D'ailleurs, il y a un commentaire ici, plus qu'une question, qui nous vient de M. Riendeau, qui dit que c'est difficile pour les entrepreneurs de petites entreprises d'innover et de repenser dans ce contexte-là où ils travaillent toujours en temps supplémentaire à la production pour pallier au manque de main-d'œuvre, parce qu'effectivement, beaucoup, malheureusement, ont manqué de main-d'œuvre au cours des dernières semaines et des derniers mois. On a pointé du doigt la PCU. Là, on a repassé justement cette aide financière-là pour monsieur et madame tout le monde. Mais il y a bien des endroits où il y a un manque de main-d'œuvre. Est-ce que c'était le cas chez vous, M. Routier? Avez-vous manqué de main-d'œuvre? Parce que Mme Gagnon nous a dit que oui, elle, un certain temps. Vous, de votre côté? Oui, tout à fait. Bien, au cours de la période, comme je le mentionnais un peu précédemment, au cours de la période d'été, c'était très intense et c'est sûr qu'il y avait plusieurs personnes qu'on aurait voulu rappeler. Entre autres, je pense aux étudiants qui sont une main-d'œuvre qu'on essaie d'utiliser en période d'été, en période de pointe. Ils étaient peu disponibles cet été, très sollicités, mais aussi peut-être un peu incités non plus à ne pas être si disponibles comme ce qu'on avait connu les années passées. Fait que oui, il y a eu rareté de main-d'œuvre à une période très, très intense là, durant l'été. Oui, ça n'a pas été facile. Puis de votre côté, c'est la même chose, sauf que vous avez été chanceuse, Mme Gagnon. Vous avez eu 15 joueurs de football. Mon garçon est dans l'équipe de football. Ça m'a donné un coup de main pour mon recrutement. Mais puis on est dans une petite communauté. Puis il faut dire qu'on produisait des masques qui aident à protéger les gens. Donc, il y avait un sentiment de vouloir contribuer qui nous aidait beaucoup, là. Oui. Et n'oubliez pas de nous écrire dans les questions et réponses, là. C'est plus facile pour moi d'être capable de suivre l'évolution parce que je ne suis pas toujours dans les conversations du webinaire, là. Alors, écrivez-nous. Peut-être une autre question pour M. Cormier. C'est quoi la principale attitude d'une institution financière qu'elle doit avoir auprès des entreprises? Est-ce que c'est la flexibilité, l'écoute active ou autre chose pour vous? Là? Comment on arrive à aider une entreprise en difficulté à cause de la COVID? Écoutez, je vais à tout le moins vous dire celle que je connais bien, celle de Desjardins. Les autres, j'espère qu'elles vont emboîter le pas. Mais les deux mots-clés, selon moi, puis c'est les mots qu'on a passés à nos directeurs de compte, c'est souplesse et bienveillance. Ça prend de la souplesse actuellement. Je donne l'exemple de ce qu'on a fait. Nous, on a pris la décision que pour les 2 prochaines années, on va laisser les mêmes conditions de financement pré-COVID, même si les ratios baissent, même si le chiffre d'affaires baisse, même on va viser à ne pas pénaliser l'entreprise. Et bienveillance, je dirais, c'est d'avoir une vision à long terme. Je vous disais tantôt dans mon allocution que le fait d'être une coopérative, je pense que ça nous donne cette capacité-là. Il faut se sortir de la pression du prochain trimestre. Si toutes les institutions financières sont en train juste de regarder les résultats du prochain trimestre, puis de l'autre, excusez-moi le terme, elles vont tirer la plug super vite comme telle parce qu'elles vont vouloir tout passer ça dans leur livre. Puis à moyen terme, on veut juste avoir mis l'économie à terre, tout simplement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir de la bienveillance en ayant une perspective à long terme et en se disant peut-être que pendant 1 an ou 2, il faut que j'accepte qu'il y a des éléments de mon dossier de crédit ou de mon partenariat qui ne sont peut-être pas selon ce qu'on a vécu avant parce que je vais faire affaire avec cette entreprise-là dans les 10-15 prochaines années. Tu sais, chez Desjardins, comme exemple, on a 360 000 entreprises. Là, vous le savez comme moi, là, la quantité d'entreprises, 20, 30, 40 % de parts de marché au Québec. Bien, il faut avoir une vision à long terme. Je pense que c'est la posture que devrait avoir chaque institution financière. Ce n'est pas de remplacer le gouvernement, mais je pense qu'actuellement, on va passer à travers cette situation-là ensemble. Si tout le monde essaie de penser juste à sa réalité, je pense qu'on se tire dans le pied. Il faut absolument travailler comme une seule équipe. Puis oui, les institutions financières ont un rôle à jouer là-dedans. En tout cas, chez nous, là, souplesse, bienveillance, c'est les 2 mots-clés. Parce que le secteur privé, là, comme vous, par exemple, là, qui offrait de l'argent donc non seulement aux consommateurs, mais également aux entreprises, aura un très grand rôle à jouer, joue déjà un grand rôle, mais aura un autre très grand rôle à jouer au cours des prochains mois. C'est énorme. Puis c'est là que je suis content que le mouvement Desjardins soit un modèle coopératif. C'est-à-dire que oui, il y a la pression des résultats, on génère des milliards d'excédents par année, ça fait partie d'être capable de prospérer. Je suis avec des entrepreneurs, vous le savez qu'il faut faire de l'argent. Mais en même temps, quand on annonce au mois de mai qu'on va injecter 150 millions dans l'économie du Québec, bien là, on joue notre rôle de leader socio-économique. J'écoutais Mme Gagnon tantôt qui parlait avec l'École d'entrepreneurship de s'impliquer dans la société, de s'engager.
il faut, comme entreprise, se sentir investi de ça. On ne peut pas juste tout laisser au gouvernement et se dire « occupe-toi de la société, occupe-toi de l'environnement, occupe-toi des problèmes sociaux. Moi, je gère mon entreprise, je fais des profits. » Puis ça ne fonctionnera pas comme ça dans les prochaines années. Alors oui, je pense que chaque institution, en fonction de sa taille et de sa capacité, doit se sentir investi de ce rôle-là, parce que sinon, on ne passera pas à travers les prochains mois. Hey, ça ramène tout le temps la même phrase de Kennedy. Hein? Rappelons-nous l'histoire. Ne demandez pas qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour le pays. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. Donc, c'est la collectivité. Là, et moi, M. Gagnon, très rapidement, moi, je le vois déjà depuis 3-4 mois, là, juste chez Desjardins comme président, ça a explosé les demandes d'accompagnement, puis de soutien, puis de dons et de commandites. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des entreprises, des grandes entreprises qui sont plus en opération actuellement ou qui ont des méchants problèmes. Vous avez des PME qui se disent, écoutez, peut-être que pour 2020-2021, je vais être prudent dans mes engagements parce que mon chiffre d'affaires vient de baisser puis mes opérations sont, je réfléchis à ça. Alors, des grandes entreprises qui peuvent contribuer à soutenir des communautés au Québec, là, bien, il y a toujours eu Desjardins, vous le savez, là, mais en tout cas, moi, je me sens encore plus investi de répondre présent, mais la demande, elle explose actuellement. Je me permettrai un commentaire, M. Gagnon. Nous, on est clients chez Desjardins depuis des années, puis notre chargée de compte, Élise à Sherbrooke, une perle rare, et M. Cormier, pour faire du pouce sur ce que vous mentionnez, dans les premiers jours de la crise, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a appelé Élise, puis on a senti qu'Élise était là pour nous, puis pour nous supporter, puis qu'on pouvait compter sur Desjardins. Puis qu'est-ce que ça a fait, ça? Bien, ça a fait que ça nous a permis d'avoir la même flexibilité auprès de nos clients. Parce qu'on était rassurés, puis on pouvait offrir ce support-là, puis cette même souplesse-là à nos clients. Puis ça, je dirais que ça a fait toute la différence dans notre gestion de crise, parce qu'on n'a pas eu à resserrer puis à se mettre en position de garde grâce au support qu'on a eu. Puis même chose au niveau de la communauté. Donc, le geste de Desjardins bien, nous a permis de créer une espèce de cascade qui a eu un impact vraiment positif. Oui, bravo, bravo. François, si tu me permets, je suis revenu à la vie. Hein, je voulais prendre la peine de m'excuser. Je dois en être à mon 500e Zoom ce matin. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, je suis vraiment désolé. Je pense que Sonia vous a présenté quelques-uns des données qu'on a eues, entre autres sur le télétravail. Hein, quand on parle justement de la connexion Internet, on a vu que 69 % des gens en Estrie qui offrent sous une forme ou une autre le télétravail. Alors, ce n'est pas qu'un problème ou un défi de centre-ville là, et de métropole ou de capitale nationale. Donc, d'où l'importance d'avoir justement, c'est drôle que c'est moi qui dis ça, mais une connexion Internet stable et haute vitesse sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, vous nous avez entendu parler beaucoup de ça dans les dernières semaines, mais on va continuer à le faire parce que ce n'est pas normal au Québec en 2020, on ne puisse pas avoir ce genre de discussion-là dans toutes les régions du Québec. Puis je voudrais aussi reparler d'un des éléments importants, puis ça fait écho à des questions qu'on a reçues sur les principaux freins à la relance. Un des principaux freins, c'est les enjeux de main-d'œuvre. Donc, évidemment, on en a parlé. Il y a la question de la PCU qui a ralenti le retour des étudiants ou d'autres types de travailleurs sur le marché du travail. Mais il y a aussi la question de la requalification de la main-d'œuvre. Parce qu'on a 230 000 chômeurs de plus au Québec depuis quelques mois. Mais ces gens-là n'ont pas nécessairement les bonnes qualifications pour les emplois qui sont disponibles. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un haut taux de chômage que tout le monde peut aller faire n'importe quoi, bien évidemment. Donc, d'où l'importance pour le gouvernement puis toute la société civile et les associations de réfléchir à ça. Donc, vendredi, on a un forum qui est organisé par le ministre Boulay, ministre du Travail, sur la requalification de la main-d'œuvre, où on va essayer de sortir 3-4 idées très concrètes sur comment on peut faire soit des programmes passerelles, soit des formations à court terme dans les entreprises, soit un meilleur appariement entre les compétences que les employeurs recherchent, puis c'est quoi les compétences qu'ont les employés. Parce que souvent, les offres d'emploi puis les compétences des employés ne se parlent pas. On n'a pas toujours le même langage. Alors, c'est des choses sur lesquelles on va réfléchir vendredi. Et par un hasard du calendrier, le ministre Boulay va être à notre tribune à la Fédération lundi prochain de midi à 13h. C'est gratuit. Donc, si jamais vous voulez vous joindre à nous, là, on aura l'occasion d'avoir quelques conclusions de ce forum-là là, qui seront disponibles lundi prochain. Puis je veux juste refaire le point sur ce que Jean et Julia ont mentionné sur les mesures gouvernementales. Effectivement, moi, j'ai bien aimé le point de Julia de dire, regardez, nos élus, c'est des humains aussi, puis c'est leur première crise. Il faut reconnaître que le travail a été exceptionnel. Puis ce qui est important pour le gouvernement, c'est juste de savoir s'adapter puis d'être humble par rapport à ça.
de reconnaître que parfois on peut s'être trompé ou qu'il faut ajuster le tir, puis que ce n'est pas une défaite de le faire. Alors, je prends exemple le dossier de la PCU. C'était une excellente mesure de crise pour aider des millions de Canadiens qui n'avaient plus une scène, finalement. Mais ce n'était pas une mesure de relance. Donc, c'est une mesure qui a freiné la relance pendant près de 2 à 3 mois. Alors, je pense que le gouvernement a eu la clairvoyance de faire les ajustements, d'envoyer ça dans l'assurance-emploi. Là, maintenant, l'assurance-emploi, on va devoir avoir une réflexion de société sur qui va payer ça, parce que là, ça va coûter beaucoup plus cher aussi. Les congés de maladie aussi, j'ai entendu Julia dire qu'elle voulait avoir 2 journées de plus dans la semaine. Là, les gens ont plus de congés payés pour la COVID, mais il n'y aura pas plus de journées dans la semaine. Mais qui va payer aussi pour ça? Est-ce que c'est les entrepreneurs à terme qui vont payer ça? Donc, on a des entreprises en ce moment qui ont fait des bonds de géants en termes de rénovation sanitaire, d'investissement, d'imagination. Il va falloir s'assurer que les entreprises demeurent à but lucratif, c'est-à-dire que les gens qui prennent des risques doivent pouvoir toucher la rémunération qui vient avec cette prise de risque-là. Et on ne pourra pas financer tous ces programmes-là à long terme sans qu'il y ait une réflexion de société là-dessus. Tout ça pour vous dire que c'est le genre de débat qu'on a dans des associations comme la Fédération, comme les chambres de commerce locales. Et c'est pour ça que c'est important de s'impliquer et de nous faire valoir vos points comme Jean et Julia le font. C'est ça notre travail au quotidien et c'est avec ça qu'on se nourrit. Donc, je voulais prendre le temps de vous dire ça et de m'excuser de ma mauvaise connexion, bien que je suis au centre-ville de Montréal. Très bien, Charles, merci beaucoup. Je voulais remercier M. Cormier. Alors, merci. On se retrouve dans 2 semaines, nous. Oui, merci. Mme Gagnon, M. Routier, merci beaucoup de votre présence ce matin. Ça a été extrêmement enrichissant. Et pour le mot de la fin, je le cède à Louise Bourgault. Merci. Vous avez raison, M. Cormier. Nos entreprises ici en Estrie sont diversifiées, résilientes, mais aussi innovantes. Parce qu'on peut voir que MI Intégration, ici à Sherbrooke, ils viennent d'avoir un beau contrat de visière et de masques pour contrer le concurrent au M95. Alors, on voit que les entreprises qui étaient dans le secteur d'automobile se réinventent, innovent, regardent le processus et font en sorte de s'ajuster tant au niveau financier que ressources humaines. Alors oui, il y a des programmes qui existent pour la pénurie de main-d'œuvre ou le rehaussement des compétences, mais il faut que les entreprises aussi puissent développer des nouveaux produits nichés afin de s'investir ici pour raccourcir les chaînes d'approvisionnement. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur pour la relance économique. Alors, puis rehausser leur productivité. Alors, merci au Mouvement Desjardins, M. Cormier, d'avoir été avec nous ce matin. Très intéressant. À Charles Milliard de la Fédération qui nous supporte dans nos événements. C'est une tournée très intéressante et il reste encore beaucoup d'invités. Alors, ça veut dire que les sujets et toutes les discussions ont été animées de même maître, mais aussi très intéressantes pour le futur. Alors, bien. À la prochaine. Bonne fin de journée. Merci. Merci aux équipes aussi de la Fédération et de Desjardins pour le support de cet événement-là. Ça ne se fait pas tout seul. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.